Chang-Wan. Beethoven souffrait d'un grave empoisonnement au plomb et le niveau d'empoisonnement au plomb qu'il avait aurait affecté ses reins. Un des 4 facteurs, la cirrhose du foie. Pendant près de 200 ans, le monde a cru savoir comment Beethoven était mort. Mais une nouvelle analyse ADN a tout changé. Et la vérité est pire que ce que quiconque avait imaginé. Après 118 ans, les scientifiques ont enfin percé le mystère de sa mort, découvrant des preuves si troublantes qu'elles réécrivent l'histoire. Selon les rapports, ce qu'ils ont trouvé caché dans son code génétique n'est pas seulement tragique, c'est bouleversant. Voici l'histoire de la façon dont la science moderne a exposé la vérité dévastatrice enfouie dans l'ADN de Beethoven, et pourquoi ce que les chercheurs ont découvert près de 2 siècles plus tard choque encore tous ceux qui l'entendent. La symphonie finale. Lorsque Ludwig van Beethoven a rendu son dernier souffle le 26 mars 1827, la tempête à l'extérieur de Vienne correspondait au chaos à l'intérieur de son corps. Le grand compositeur gisait dans son lit, faible, jaune et enflé, tandis que le tonnerre résonnait dans la ville. Des amis ont juré plus tard qu'un éclair soudain avait illuminé la pièce juste au moment où il levait le bras, comme pour diriger son propre adieu. C'était une scène qui allait devenir légendaire. Et pourtant, personne dans cette pièce ne comprenait ce qui l'avait vraiment tué. La mort de Beethoven est survenue au sommet de sa gloire, mais le déclin avait été long et douloureux. Dans des lettres écrites des années plus tôt, il décrivait son corps comme un instrument brisé. Pendant des années, il a souffert de douleurs abdominales invalidantes, de diarrhée chronique et d'un teint jaunâtre. Il est devenu sourd avant d'atteindre 40 ans, et le silence qui a suivi a semblé se tourner vers l'intérieur, approfondissant son obsession pour la seule chose qu'il pouvait encore entendre pleinement, le son de sa propre imagination. L'homme qui a donné au monde la 9e symphonie, l'Ode à la joie, vivait dans la misère, coupé de la musique même pour laquelle il était né. Au moment où il a atteint la 50aine, son apparence a surpris même ses proches amis. Des témoins oculaires ont dit que sa peau avait pris une teinte jaune cireuse. Ses yeux semblaient enfoncés et son estomac était souvent distendu par une accumulation de liquide, ce que les médecins de l'époque appelaient l'hydropisie, mais ce que nous reconnaissons maintenant comme de la cite, une caractéristique de l'insuffisance hépatique sévère. Chaque repas lui causait de la douleur. Chaque tentative de manger se terminait par de violentes nausées. Et pourtant, il a continué à boire. Le vin était l'un des rares plaisirs auxquels il refusait de renoncer, même s'il l'empoisonnait de l'intérieur. Quand il est mort, ses médecins ont pratiqué une autopsie, dans l'espoir de découvrir enfin la cause de son tourment. Ce qu'ils ont trouvé était choquant, même selon les normes du XIXe siècle. Son foie était rétréci, nodulaire et cicatrisé, un cas classique de cirrhose. Chang II. Sa rate était hypertrophiée, son pancréas enflammé et ses intestins montraient des signes d'irritation chronique. Les résultats ont confirmé que sa mort était due à une maladie, mais ils n'expliquaient pas pourquoi. Était-ce le résultat d'une consommation excessive d'alcool, comme certains le soupçonnaient, d'une infection cachée, d'une exposition à vie à des toxines, ou de quelque chose d'autre entièrement, quelque chose décrit dans ses gènes bien avant sa naissance? En l'absence de réponse claire, les théories se sont multipliées. Certains ont parlé d'empoisonnement au plomb, d'autres ont blâmé la syphilis, les traitements au mercure, ou même un empoisonnement délibéré par des rivaux. La vérité est que la médecine en 1827 n'avait aucun moyen de distinguer les faits des spéculations. Ils ont vu les conséquences, mais pas la chaîne invisible de causes qui y avaient mené. Pendant près de 2 siècles, des érudits et des scientifiques n'ont cessé d'essayer de combler les lacunes, en comparant des lettres, en examinant des os, et même en analysant des mèches de ses cheveux
qui avait été coupé de sa tête après sa mort. Chaque indice offrait une nouvelle version de la même tragédie, mais aucun ne pouvait clore l'affaire. Le mystère s'est approfondi à chaque tentative de le résoudre. Les soi-disant cheveux de Beethoven sont passés d'un collectionneur à l'autre, voyageant à travers l'Europe, puis en Amérique, jusqu'à ce qu'ils atterrissent entre les mains de scientifiques armés de la technologie moderne. Leurs résultats feraient les gros titres, suscitant des décennies de débats. Mais malgré toutes les affirmations de progrès, il y avait un fait troublant. Personne ne pouvait dire avec certitude ce qui avait vraiment détruit Beethoven. Pendant des générations, son histoire a été traitée à la fois comme une énigme médicale et un mythe, un conte édifiant sur le génie maudit par sa propre intensité. Mais au plus profond de ces mèches de cheveux conservées dans le verre et l'obscurité, la véritable histoire attendait. Et près de 200 ans plus tard, la science moderne serait enfin prête à la lire. La réponse qu'ils ont trouvée n'était pas celle que quiconque attendait. Ce n'était ni romantique, ni poétique. Et ce n'était certainement pas miséricordieux. C'était quelque chose de bien plus humain et de bien plus tragique. La théorie de l'empoisonnement. Alors que le XIXe siècle laissait place à l'ère moderne, le mystère de la mort de Beethoven refusait de s'estomper. Des scientifiques, des historiens et des médecins sont tous revenus à la même question. Qu'est-ce qui a pu détruire si complètement l'un des plus grands esprits de l'histoire? La théorie la plus populaire, et pendant un temps la plus convaincante, était l'empoisonnement. Schank III. L'idée ne venait pas de nulle part. À l'époque de Beethoven, le plomb était partout. Il était utilisé pour sucrer le vin, garnir les récipients à boire, et même sceller les bouteilles. Les tavernes préférées du compositeur à Vienne servaient du vin stocké dans des tonneaux contaminés au plomb. Et parce que Beethoven buvait beaucoup, parfois quotidiennement, l'exposition aurait pu être énorme. Les médecins ont noté plus tard que bon nombre de ces symptômes correspondaient aux effets de l'empoisonnement chronique au plomb, douleurs abdominales, irritabilité, troubles digestifs, fatigue et lésions nerveuses. Même sa perte d'audition pouvait s'expliquer ainsi. Cela semblait correspondre parfaitement. Une ironie tragique que le vin même qu'il aimait l'ait lentement tué. La théorie a pris un réel élan dans les années 1990 lorsque des chercheurs ont eu accès à une mèche de cheveux de Beethoven qui avait été coupée de sa tête peu après sa mort. Cette relique, connue sous le nom de Hiller-Lock, a été transmise de génération en génération avant d'être donnée au Beethoven Center de San José, en Californie. Lorsque les scientifiques l'ont analysée à l'aide de la spectrométrie avancée, les résultats ont été étonnants. Les niveaux de plomb étaient plus de 100 fois supérieurs à la normale. Les journaux ont publié des titres dramatiques. Des documentaires ont déclaré le mystère résolu. Beethoven empoisonné par son propre médecin, affirmait l'un, suggérant que les traitements médicaux de l'époque, qui comprenaient souvent des toniques à base de plomb, avaient scellé son destin. Pendant un certain temps, le public l'a accepté comme une vérité. Mais la science a une façon de réviser ses propres conclusions. Au fur et à mesure que la technologie progressait, des questions ont commencé à faire surface. Certains chercheurs ont remarqué des incohérences dans les rapports isotopiques trouvés dans les échantillons de cheveux. D'autres se sont demandé si la contamination aurait pu se produire après la mort de Beethoven, les cheveux changeant d'innombrables fois de main. Puis, en 2023, une équipe de recherche multinationale a revisité la question avec des outils génomiques modernes. Et ce qu'ils ont découvert a tout changé. En utilisant le séquençage de l'ADN, les scientifiques ont confirmé que le Hiller-Lock, la mèche même que l'on croyait autrefois appartenir à Beethoven, ne provenait pas de lui du tout. En fait, il n'appartenait même pas à un homme. L'analyse génétique a révélé qu'il provenait d'une femme, probablement d'ascendance juive ashkénaze. Pendant des décennies, des chercheurs ont étudié les mauvais cheveux. Chaque conclusion d'empoisonnement au plomb basée sur cet échantillon
a été construite sur une base fausse. La révélation a secoué la communauté scientifique. Soudain, le récit qui semblait si ordonné s'est effondré du jour au lendemain. Chunk 4. Si le Healer Lock n'était pas authentique, alors aucune des données toxicologiques qui y étaient liées ne pouvait être fiable. Cela signifiait que l'empoisonnement au plomb supposé de Beethoven n'avait peut-être jamais eu lieu du tout. Et pourtant, ces symptômes médicaux étaient trop graves pour être ignorés. Si le plomb n'était pas le tueur, il fallait que ce soit autre chose. La découverte a relancé d'anciens débats. Certains experts se sont accrochés à la théorie de l'empoisonnement, suggérant que Beethoven aurait pu être exposé au plomb par d'autres moyens. D'autres ont pointé du doigt le mercure, qui était souvent utilisé pour traiter la syphilis, une autre rumeur qui le suivait. Mais plus les chercheurs comparaient son rapport d'autopsie avec la compréhension médicale moderne, plus les contradictions apparaissaient. Il n'y avait aucun signe clair de toxicité du mercure, aucun document prouvant qu'il avait jamais eu la syphilis et aucune preuve cohérente que le plomb seul pouvait expliquer toute l'étendue de ses affections. C'était un tournant. Le monde avait passé des décennies à chasser une histoire de fantôme, construite sur une mèche de cheveux mal identifiée. Ce qui restait était une question plus profonde et plus troublante. Si ce n'était pas du poison, alors quoi? Quelque chose d'autre avait rongé Beethoven de l'intérieur, quelque chose que la science n'avait pas encore découvert. Et à mesure que de nouvelles méthodes d'analyse ADN émergeaient, la vérité qui avait été cachée dans ces brins fragiles pendant près de 2 siècles était enfin sur le point de faire surface. Et cela allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir de ces dernières années. L'enquête génétique. Au moment où les chercheurs sont revenus au reste de Beethoven au XXIe siècle, le monde scientifique avait changé au-delà de toute reconnaissance. L'ADN pouvait maintenant parler là où l'histoire s'était tue. Ce qui était autrefois une relique, une mèche de cheveux cassante scellée dans le verre, est devenu une source de données attendant d'être décodée. Après près de 200 ans de spéculation, les scientifiques étaient prêts à extraire la vérité molécule par molécule. Le projet a débuté en 2023, dirigé par des chercheurs de l'Université de Cambridge et de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste. Leur objectif était simple en théorie, mais extraordinaire en portée. Utiliser le propre code génétique de Beethoven pour résoudre le mystère de sa mort une fois pour toutes. Ils ont rassemblé 8 échantillons de cheveux attribués aux compositeurs provenant de musées et de collections privées à travers l'Europe et l'Amérique. Mais comme le scandale de l'empoisonnement au plomb l'avait déjà prouvé, l'authentification était primordiale. Avant qu'une seule mèche ne puisse être testée, chacune devait être vérifiée comme authentique. Le processus était méticuleux. Les scientifiques ont comparé les séquences d'ADN mitochondrial qui sont héritées par la lignée maternelle dans tous les échantillons. Ce qu'ils ont trouvé a considérablement réduit la liste. Chunk 5. Seules 5 des 8 mèches correspondaient les unes aux autres, formant une empreinte génétique claire de l'héritage maternel de Beethoven. Les autres, y compris le célèbre Healer Lock, ont été exclus. Pour la première fois dans l'histoire, les chercheurs pouvaient affirmer avec confiance qu'ils tenaient les vrais cheveux de Beethoven. Pas une légende, pas une rumeur, mais une preuve physique. Une fois vérifiée, l'équipe a extrait des fragments d'ADN nucléaire de ces brins fragiles. La dégradation était immense. Après 2 siècles, la plupart du matériel génétique s'était décomposé en courts fragments, forçant l'équipe à reconstruire le génome de Beethoven, pièce par pièce. En utilisant le séquençage à haut débit, ils ont cartographié des millions de fragments qui se chevauchaient jusqu'à ce qu'un génome presque complet émerge. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de ce code était bien plus révélateur que n'importe quelle autopsie. Le génome de Beethoven racontait une histoire de risque. Il était porteur de plusieurs variantes de gènes liées à la maladie du foie,
notamment PNPA3 et HF, deux mutations connues aujourd'hui pour augmenter la susceptibilité à la cirrhose. Ces variantes ne provoquent pas la maladie à elles seules, mais en présence d'alcool ou d'infection, elles peuvent accélérer considérablement les lésions hépatiques. Cette découverte à elle seule a offert un indice crucial. Beethoven n'était pas simplement malchanceux. Sa biologie avait accumulé les chances contre lui dès le début, mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. Alors que les chercheurs scannaient les données à la recherche de traces d'agents pathogènes, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus alarmant. Plusieurs fragments d'ADN correspondaient aux séquences du virus de l'hépatite B, un agent pathogène capable de provoquer une inflammation chronique du foie et éventuellement une cirrhose. Selon les rapports, les fragments étaient présents dans l'une des mèches de cheveux authentifiées, indiquant que Beethoven avait été infecté au moins dans les mois précédant sa mort. Cette découverte a complètement changé l'orientation des recherches. Cela signifiait que la défaillance du foie de Beethoven n'était pas seulement le résultat d'une vulnérabilité génétique ou d'une forte consommation d'alcool. Il avait également combattu une attaque virale sur son système. Pour l'équipe de recherche, cette révélation ressemblait à la découverte du mouvement manquant d'une symphonie que l'on croyait perdue depuis longtemps. Chaque note de preuve, ses gènes, son virus, son style de vie, a commencé à s'emboîter. Il pouvait enfin décrire non seulement comment il est mort, mais pourquoi. Un foie génétiquement fragile, aggravé par la consommation d'alcool et détruit par l'infection, a formé une triade mortelle que la médecine de son époque n'aurait jamais pu reconnaître. Pourtant, les scientifiques se sont abstenus d'affirmer avec certitude. Les échantillons étaient anciens, dégradés et limités. Ils n'ont pas pu déterminer quand Beethoven a contracté l'hépatite B, ni s'il s'agissait d'une infection à vie ou d'une infection acquise tardivement dans la vie. Ils n'ont pas pu exclure entièrement les facteurs environnementaux. Chunk 6. Mais pour la première fois, les pièces du puzzle ont commencé à s'aligner. Près de 2 siècles après sa mort, l'ADN même de Beethoven était redevenu sa voix. Il racontait une histoire de fragilité humaine cachée sous le génie, d'un destin biologique se heurtant au choix d'un homme qui refusait d'arrêter de composer même lorsque son corps s'effondrait. L'enquête n'a pas mis fin au mystère, mais elle a changé sa direction à jamais. Et ce que ces chercheurs étaient sur le point de découvrir ensuite allait emmener cette tragédie dans un endroit encore plus sombre. Le virus caché. La découverte de fragments d'hépatite B dans les cheveux de Beethoven a envoyé une onde de choc à travers les mondes scientifiques et musicaux. Pendant près de 2 siècles, les gens avaient imaginé sa mort comme le lent dénouement d'un génie torturé, empoisonné par des médecins ou poussé à la ruine par le désespoir. Mais cette nouvelle preuve suggérait quelque chose de bien plus insidieux. Son corps ne l'avait pas simplement laissé tomber. Il avait été attaqué. L'hépatite B est un virus qui cible le foie, se propageant souvent silencieusement pendant des années avant que les symptômes n'apparaissent. Dans les temps modernes, elle est traitable, voire évitable. Mais au début du XIXe siècle, c'était une condamnation à mort qui attendait de se produire. Le virus enflamme et cicatrise le foie, affaiblissant sa capacité à filtrer les toxines et à réguler le métabolisme. Avec le temps, cette inflammation se transforme en cirrhose et finalement en insuffisance hépatique. Pour un homme comme Beethoven, qui était déjà génétiquement vulnérable et qui buvait du vin quotidiennement, la combinaison était catastrophique. Selon les rapports de l'étude de l'ADN, les fragments viraux ont été trouvés dans l'une des mèches de cheveux authentifiées de Beethoven, ce qui signifie que l'infection était active ou récemment active vers la fin de sa vie. Cette révélation a recadré tout ce que les historiens pensaient savoir de ces dernières années. La fatigue constante, les accès de fièvre, le jaunissement de la peau, le gonflement de son abdomen,
tous les symptômes que ses amis avaient décrits dans des lettres prenaient maintenant un sens effrayant. Il ne souffrait pas simplement des effets de l'âge ou du mode de vie. Il vivait avec une infection que ses médecins n'avaient même pas les mots pour diagnostiquer. Les chercheurs pensent que Beethoven a peut-être contracté le virus par le biais de traitements médicaux, d'instruments non stérilisés ou peut-être par un contact humain étroit. À l'époque, de telles infections étaient courantes parmi la population urbaine, se propageant facilement dans des villes comme Vienne, où les mesures de santé publique étaient primitives au mieux. Une fois infecté, le virus aurait tranquillement détruit son foie de l'intérieur, aidé par l'alcool qui l'endommageait déjà. Le résultat a été un déclin lent et irréversible qui a culminé dans ses derniers mois d'agonie. Les découvertes génétiques ont également révélé que Beethoven était porteur de 2 variantes de risque majeur, une dans le gène PNPA3 et une autre dans HF, toutes deux fortement liées à la maladie du foie. Les personnes porteuses de ces variantes métabolisent différemment les graisses et le fer, les prédisposant à la fibrose et à la cirrhose. En substance, le corps de Beethoven était programmé pour être plus vulnérable aux dommages mêmes que le virus infligeait. Chunk 7, combiné à une consommation régulière d'alcool, c'était une tempête parfaite. Chaque verre de vin, chaque toast partagé avec des amis, alimentait sans le savoir la maladie qui allait un jour lui coûter la vie. Les historiens qui avaient longtemps idéalisé la souffrance de Beethoven ont commencé à regarder son histoire différemment. Ses célèbres lettres sur une maladie constante, son désespoir de ne plus jamais se sentir bien, ses commentaires sur son abdomen malade, tout a soudainement sonné comme le journal d'un homme luttant contre une infection virale chronique sans jamais le savoir. Même son tempérament, souvent décrit comme instable et dépressif, aurait pu être influencé par les toxines s'accumulant dans son sang alors que son foie défaillait. Ce qui semblait autrefois être la malédiction du génie aurait pu être le lent tourment d'un corps perdant sa capacité à guérir. La découverte n'a pas seulement réécrit son histoire médicale, elle l'a humanisée. Elle a dépouillé le mythe de la souffrance divine et l'a remplacé par quelque chose de tragiquement ordinaire. Un homme défait par l'infection, la génétique et les limites de la médecine de son temps. Pourtant, aussi puissante que soit cette révélation, elle n'a pas répondu à tout. L'ADN viral seul ne pouvait pas expliquer toute l'étendue de son déclin, ni révéler quand l'infection a commencé. Certains scientifiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une infection à un stade avancé qui a accéléré un foie déjà défaillant. D'autres ont fait valoir que Beethoven aurait pu la porter pendant des décennies, ses effets s'accumulant lentement jusqu'à ce que son corps ne puisse plus en supporter. Une chose, cependant, est devenue de plus en plus claire. L'obsession séculaire du poison et du mystère avait distrait le monde de la vérité se cachant à la vue de tous. Beethoven n'a pas été assassiné ou maudit. Il était un homme dont la biologie et l'environnement se sont heurtés de la pire façon possible. Sa mort n'était pas le résultat d'un seul méchant, mais d'une tempête biologique parfaite. Et alors que les scientifiques reconstituaient les preuves finales, ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une révélation médicale. C'était une tragédie humaine d'une précision presque mathématique. La tempête parfaite. Après 118 ans de spéculation, l'analyse ADN a finalement résolu le mystère de la mort de Beethoven. Et selon les rapports, c'est mauvais. Atrocement mauvais. Ce que les scientifiques ont découvert n'était pas l'œuvre d'une seule toxine ou d'un ennemi caché, mais une réaction en chaîne de causes qui, ensemble, l'ont détruit de l'intérieur. Ce n'était pas l'histoire d'une erreur tragique. C'était la lente convergence de la biologie, de l'infection et de l'habitude humaine. Une tempête parfaite que la médecine moderne pouvait enfin voir pour ce qu'elle était. Lorsque les chercheurs ont fini de décoder le génome de Beethoven, le tableau qu'ils ont reconstitué était d'une clarté dévastatrice. Chunk 8, son ADN a révélé de multiples facteurs de risque de maladie du foie, une infection active à l'hépatite B près de la fin de sa vie,
et une consommation d'alcool à long terme qui a probablement accéléré son déclin. Pendant des siècles, les gens ont imaginé Beethoven comme une victime du cruel destin, maudit par le poison ou trahi par les médecins. Mais ce que la science a montré était encore plus troublant. Il a été défait par des forces contre lesquelles des millions de personnes luttent encore aujourd'hui. La dépendance, l'infection et la prédisposition génétique. Ce n'était pas mythique, c'était humain. Cette révélation a frappé plus fort que n'importe laquelle des théories précédentes. Pendant des générations, l'idée que l'empoisonnement au plomb ou l'exposition au mercure avait mis fin à sa vie semblait offrir une sorte de noblesse tragique. L'image d'un génie détruit par l'ignorance de son époque. Mais les découvertes génétiques ont dépouillé cette illusion. Selon les rapports, le propre corps de Beethoven portait les instructions de sa perte. Ses gènes le rendaient vulnérable à l'insuffisance hépatique. Ses choix, en particulier sa consommation d'alcool, ont amplifié ce risque. Le virus a achevé la destruction. Ensemble, ils ont formé une équation fatale que personne en 1827 n'aurait pu comprendre, et encore moins arrêter. La vérité troublante était que le génie de Beethoven ne pouvait pas le sauver de sa biologie. Il avait hérité des germes de sa propre disparition. Chaque verre de vin, chaque nuit blanche à composer à la lueur des bougies, chaque tentative d'anesthésier sa douleur, tout le poussait sans le savoir plus près du bord. L'autopsie qui avait autrefois déconcerté les médecins prenait maintenant tout son sens lorsqu'elle était réinterprétée à travers le prisme de la génétique moderne. Le foie cicatrisé, l'abdomen rempli de liquide, les yeux jaunis, tous étaient des symptômes du même processus qui s'était déroulé silencieusement pendant des années. Plus les scientifiques allaient en profondeur, plus ils réalisaient à quel point les générations précédentes s'étaient trompées. Le soi-disant Healer Lock, autrefois utilisé pour prouver l'empoisonnement au plomb, s'est avéré provenir d'une femme. Des siècles d'études toxicologiques étaient soudainement dénués de sens. Ce qu'ils avaient cru être l'empreinte chimique de Beethoven n'était pas la sienne du tout. C'est cette découverte, peut-être plus que toute autre, qui a mis de nombreux chercheurs mal à l'aise. La vérité n'était pas seulement tragique. C'est troublant parce que cela a révélé avec quelle facilité l'histoire peut être réécrite par erreur. Pendant près de 200 ans, le monde avait étudié les cheveux de quelqu'un d'autre, construisant des théories entières sur de fausses preuves. Pourtant, lorsque les vraies données ont finalement parlé, elles ont raconté une histoire qui semblait presque cruelle dans son caractère ordinaire. Chunk 9, le grand Beethoven, le révolutionnaire rebelle qui composait malgré la surdité et le désespoir, n'avait pas été abattu par le poison d'un assassin ou une punition divine. Il avait été abattu par les mêmes faiblesses qui hantent d'innombrables vies aujourd'hui. Un virus que la médecine de son époque ne pouvait pas identifier. Un corps qui ne pouvait pas métaboliser ce qu'il consommait. Un homme qui cherchait du réconfort dans le seul réconfort qu'il connaissait. Et c'est peut-être ce qui rend cette conclusion si obsédante. Après 198 ans, l'analyse ADN qui a résolu le mystère de la mort de Beethoven n'a pas révélé un rebondissement extraordinaire du destin. Elle a révélé que même les plus grands d'entre nous sont liés par la même biologie fragile. Sa musique a transcendé le temps, mais son corps n'a pas pu. La science a finalement complété le dernier mouvement de son histoire. Et ce n'était pas un triomphe final. C'était une vérité tranquille et dévastatrice écrite dans ses propres cellules. L'écho qui demeure. Lorsque les résultats finaux de l'analyse ADN de Beethoven ont été publiés, ils n'ont pas seulement clos un mystère. Ils ont changé la façon dont le monde le voyait. Pendant près de 2 siècles, sa mort avait été entourée de mythes. Génie empoisonné, victime tragique, artiste maudit. Mais la science a raconté une histoire différente. Une histoire ancrée dans la fragilité humaine au lieu de la légende.
Le génie qui a défini l'immortalité musicale avait vécu et était mort en tant qu'homme, pris dans l'effondrement lent de son propre corps. La révélation s'est répandue rapidement des revues scientifiques aux salles de concert. Les historiens ont réévalué ses lettres, lisant un nouveau sens dans ses demandes d'aide médicale et son désespoir de se sentir toujours mal. Les musiciens qui avaient toujours imaginé Beethoven comme l'archétype de la brillance torturée voyaient maintenant quelque chose de plus complexe. La surdité, la maladie, la colère, rien de tout cela n'était une punition divine ou une souffrance poétique. C'était la réalité d'un homme endurant une douleur qu'il ne pouvait pas expliquer. Pourtant, même à la lumière de cette dure vérité, l'admiration pour lui n'a fait que s'approfondir. Sachant ce que nous savons maintenant, ces réalisations semblent presque impossibles. Un homme dont le foie se désintégrait, dont le sang portait un virus qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer et dont le corps était génétiquement programmé pour l'échec, a quand même réussi à composer des œuvres qui ont continué à survivre au siècle. La science a peut-être dépouillé le mythe, mais elle n'a fait qu'amplifier le miracle de ce qu'il a laissé derrière lui. Certains experts pensent que la profondeur émotionnelle des œuvres tardives de Beethoven, en particulier ses dernières quatuors à cordes et la 9e symphonie, pourrait avoir été façonnée par sa conscience constante de la mortalité. La souffrance n'était pas seulement physique, elle était existentielle. Chunk 10. Il savait que son corps se détériorait, et sa musique est devenue le seul espace où il pouvait encore commander la vie et l'ordre. Plus sa santé devenait fragile, plus sa composition sonore devenait provocante. En fin de compte, l'analyse ADN nous a donné des réponses, mais elle nous a également donné une perspective. Elle a rappelé au monde que derrière chaque chef-d'œuvre se tient un être humain limité par la biologie et le temps. La mort de Beethoven a peut-être été mauvaise, douloureusement ordinaire, médicalement tragique, voire troublante, mais sa vie était tout sauf cela. Son génie s'est élevé du silence, de la maladie et de la souffrance qui auraient réduit la plupart au silence. 2 siècles plus tard, sa musique porte encore cette rébellion, faisant écho à une dernière vérité. Le corps peut faillir, mais la création perdure. Les plus grands chefs-d'œuvre de Beethoven, ceux écrits dans le silence et la douleur, auraient-ils pu être façonnés par la maladie même qui le tuait? Faites-le nous savoir dans les commentaires.